que j'avais souvent entendu raconter par lui et par ceux qui l'avaient accompagné sa visite aux pistes ferrées de Jaffa. Je pensais qu'il y avait un beau tableau à faire sur ce sujet. Gros qui venait d'arriver d'Italie. Il était un matin aux Tuileries. Je lui parlais de mon idée. Il approuva et fit un tableau qui resta comme un de ses chefs-d'œuvre. Il fut exposé au salon. Mon frère arriva un matin, fort irrité contre le peinture qui avait représenté les aides-de-camp du général suivant et portant le mouchoir à la bouche. Personne mieux que moi, me dit-il, ne peut savoir comment s'est passée cette visite, puisque j'y étais ici, que les autres aides camp du général, nous n'étions certainement pas à notre aise, mais aurions-nous assez peu d'ambition pour manifester une crainte quand le général peut rassurer l'armée, montrer un tel courage et s'exposer au temps? J'ai beaucoup de peine à persuader mon frère que la peinture était nécessairement une langue imparfaite et qu'elle ne pouvait exprimer une idée qui, d'une certaine manière, et que peut bien faire comprendre l'action courageuse du personnage principal. Il avait fallu indiquer un sentiment différent entre les autres et par conséquent les sacrifier. Tous les aides-camp du premier consul partageront la belle indignation de mon frère contre la peintre. Et j'ai beaucoup de peine à les ramener aux nécessités de l'art. Le travail absorbait le consul tout entier. Il ne prenait de repos ni le jour ni la nuit. Tout était subordonné à ses occupations. Les heures de sommeil n'étaient pas plus fixes que celles de repas. Il semblait également pouvoir passer de l'une et de l'autre. Il déjeunait toujours seul. Nous ne le voyions qu'au dîner si par hasard. Il descendait plus tôt et que ma mère fut encore à sa toilette. Il se plaisait à la démonter, à critiquer sa coiffure. Il interrogeait les fleurs, les replaçait, soutenait qu'elles allaient beaucoup mieux ainsi que mises par le coiffeur, m'appelait en témoignage sur son bon goût et cela d'un sérieux à faire rire. Les jours où il était préoccupé de quelque affaire, il entrait d'un air sérieux, s'asseyait dans un grand fauteuil près de la cheminée ou se promenait dans la chambre sans faire attention à personne. Pas encore prête, était le seul mot qu'il eût dit. Le dîner se passait ici, durait 6 minutes. Quelquefois, mamie se levait de table avant qu'on eût servi le dessert. Ma mère lui faisait observer. Il souriait, se rasseyait un instant et nous quittait de suite sans nous avoir adressé la parole. Quand il était dans cette disposition d'esprit, chacun tremblait devant lui pour se nous interrompre dans la crainte de le distraire d'une pensée grave ou de recevoir une réponse dure. Alors, on se disait entre soi, il est du bien mauvais mot. Aujourd'hui, y a-t-il quelque chose de nouveau? Et après s'être bien interrogé, oh non, savez pas davantage. Nous allions assez souvent au spectacle. Le consul préférait les tragédies de Corneille et de Racine. Il ne venait à l'opéra que par complaisance pour nous. Les jours de la première représentation du ballet de la Tassoumanie. Mon frère, après m'avoir prévenu qu'il ne dînerait pas aux Tuileries, arriva à 6 heures avec tous les aides-de-camp. Je fus surpris. Et lui, on fit la remarque. Il m'a appris qu'on devait assassiner le soir au théâtre. Le premier consul qui voulait se rendre pour faire saisir les conspirateurs sur le fait que toutes les mesures étaient prises, mais que peu plus de sûreté, c'est de quand l'accompagneront. Il me recommanda les plus grandes discrétions, surtout avec ma mère, dont la frayeur contrarierait les projets du consul qu'on juge, mais de mes larmes jusqu'au moment où entrons à l'opéra.
Je vis la tranquillité de régner comme à l'ordinaire. Les conspirateurs avaient loué la loge dessus de la nôtre et ayant assassiné le consul sont entrés où elles se sortit, on les arrêta pendant le spectacle. Ils feront juger et condamner. C'étaient des Jacobins nommés Ceracchi, Arena, que des leurs complices avaient dénoncé peu de temps avant. On forma encore le projet d'attenter au jus du consul avec des fusils avant. Je n'étais informé et durant toute la représentation placée entre ma mère et le consul, j'arrêtais sur chaque partie de la salle des regards inquiets et si un homme tirait son mouchoir de sa poche, j'imaginais que c'était l'arme fatale quand elle est dirigée sur notre loge, mais il n'est jusqu'au danger auquel on ne savait tout. À la fin, elle peut succéder quelques tentatives de ce genre acheva de nous donner de la sécurité. Nous en sortîmes tout à coup. On annonçait depuis longtemps un oratorio Titan, dont la musique devait produire la plus belle effet. Le jour de la représentation arriva. Nous nous préparâmes à aller à l'opéra. Le consul qui s'était assis au coin du feu après le dîner ne paraissait pas disposé à sortir. Nous attendions tout pareil, impatiente, qui se décida. Ma mère est pressée. C'est là tu distrairas, tu travailles trop. Les consuls fermaient les yeux et ne répondaient rien. Enfin, il nous dit que nous n'avions que partir. Qui resterait alors ma mère voulut lui tenir compagnie. Ce fut un combat entre eux qui se termina par faire mettre les chevaux aux voitures. Un moment avant de monter dans la sienne, le consul critiqua la toilette de ma mère et cette critique nous sauva la vie. Ayant voulu la communiquer à Caroline et allait de rap. Elle laissa perdre quelque temps de sorte que notre voiture, qui toujours suivait immédiatement celle du consul, s'en trouva cette fois séparée par une petite distance. En entrant dans la rue, sans nicaise ou violente commotion se fit sentir. La voiture sembla s'enlever, les glaciers briseront et tomberont sur nous. C'est contre Bonaparte, s'écria ma mère, et elle s'évanouit. Nos chevaux, effrayés par les bruits, suffoqués par la poudre, s'étaient cabrés, avions pris la mort au daim et nous avions porté jusqu'à la grille des Tuileries. Caroline, quoique avancée dans sa grossesse, se conserva toute sa tête. Elle cherchait à rassurer ma mère. Elle avait vu un très grand feu. Une maison s'était écroulée. Ce ne pouvait être contre son frère, mais ma mère répétait sans cesse: c'est contre Bonaparte. Je me forçais aussi de la calmer. Je lui expliquai que notre voiture seule avait été attaquée, que la force de la commotion était la preuve et que le méprise avait sauvé le consul. Le morceau de glace me blessa légèrement la main. Rapp s'était lancé la première dans la rue sans équesse. Il voyait des hommes, des femmes, des enfants morts, ou blessés, des membres épars, des corps prêts à lancer la mais le cri des malheureux expirants ne pourront l'arrêter. Il voulait joindre le consul et tremblait de le trouver. Un des gardes de l'escorte envoyé vers nous dissipa nos craintes et nous apprenons que le feu n'avait éclaté qu'au moment où le consul sortit de la rue et qu'il était arrivé sans accident à l'opéra. Nous y rendîmes par notre rue. Ma mère ne fut pas maîtresse de sa vive émotion. Revoyons son époux, mais lui, calme et tranquille, pas pu tromper ses alarmes. Qu'as-tu, disait-il? Qu'est-il donc arrivé? Ce n'est rien. Et tout cela de 5 fois aussi grand qui, s'il n'avait pas deviné que c'était encore un coup dirigé contre lui. Rapp
arriva et raconta les désastres de la rue Saint-Nicaise qu'il venait de parcourir. Les préfets de police et le général Junot, gouverneur de Paris, vinrent rendre compte à mesure qu'ils les apprenions des détails de cette horrible affaire. Les consuls les écoutaient en silence, mais lorsqu'ils entendit combien de personnes avaient été trouvées mortes près de la charrette remplie de poudre. « Quelle horreur !» s'écria-t-il avec force et avec l'accent de désespoir. « Faire périr tentez-vous pas ce qu'on veut, c'est de faire d'un sale homme !» Les bruits d'événements commençaient à se répandre dans la salle. La crainte et la curiosité en avions déjà fait sortir des spectateurs et la figure renversée de ma mère apprenait assez qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Enfin, la pièce terminée, nous retournâmes aux Tuileries où s'étaient déjà réunies toutes les autorités et les personnes marquantes de la capitale. Je fus témoin de leur débat et chacun nommait le parti qu'il croyait capable d'avoir exécuté un tel crime. Les consuls et tous les ministres en accusaient les Jacobins. Fouché soutint ceux qui les convenaient, des émigrés et des royalistes, mais sans persuader personne. Comment en effet soupçonner d'un forfait les hommes qu'on avait vus s'y animer, avec raison, contre les essais des autres? Voulaient-ils ressembler à ceux qui, accablaient de leurs reproches et de leur mépris?